Bonjour tout le monde. On est réunis ici pour parler de découvrabilité, plus particulièrement dans le secteur des arts visuels. Je suis Nadia Serayoko, je suis animatrice de cette table ronde. Vous me connaissez peut-être aussi à cause de l'émission Moteur de recherche. Et je suis aussi chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM. Et je vous présente nos panélistes. D'abord, Josée Plamondon, qui est consultante en exploitation de contenu numérique. Elle est aussi détentrice d'une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information et en gestion des affaires. Puis elle est reconnue pour son approche généraliste en web sémantique, gestion des métadonnées et développement des modèles d'implémentation de la découvrabilité des contenus. Déjà là, je pense on a déjà une matière à discussion juste dans ça. Et on a aussi avec nous Julien Abadi, qui est directeur du magazine Vie des Arts, qui est diplômé de l'École supérieure en journalisme de Paris. Il est journaliste aussi art et culture et conseiller en gestion de données et stratégie web. Je dis dans le secteur des médias écrits parce que j'ai vu que vous aviez acquis de l'expérience, entre autres, auprès de l'actualité. N'est-ce pas, Julien? Oui, dans le journal des affaires particulièrement. Oui, d'accord, voilà. Ah ben c'est drôle, hein, parce que là, on a vraiment nous sommes tous les trois des profils art et affaires. Hein, fait que donc, c'est peut-être justement la chose qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, quand on parle de découvrabilité, parce que le mot, pour ceux qui sont dans le flot des choses, on a l'impression que ça fait longtemps qu'on en parle, puis que ça n'avance pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Mais en fait, vous savez, moi, j'aime bien les voir du côté toujours un peu de à quel moment on a commencé à parler de découvrabilité. Et imaginez donc que c'est en 2016 que le terme a fait son entrée dans le dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française. Fait que c'est quand même seulement 4 années où, je dirais, le concept a émergé pour à peu près tout le monde. Et comment est-ce qu'on le définissait? Parce que c'est le potentiel pour un contenu, un produit ou un service de capter l'attention d'un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres. Et là, je me suis dit, c'est très large comme définition. Je vous ai envoyé un peu quelques orientations sur lesquelles on va pouvoir discuter. Puis là, je tiens à dire pour ceux qui nous écoutent, quand je les ai envoyés, Josée m'a dit, mais on pourrait parler 3 heures de chaque sujet. C'est le cas. Il y a toujours, quand on s'intéresse à ça, tout d'un coup, c'est en mouvement. C'est pas quelque chose qui est figé. On peut là, je vous parle de 2016, mais on pourrait effectivement élaborer énormément sur chaque étape. Mais j'aimerais justement savoir, parce que quand on a commencé à s'intéresser à ça, on parlait de découvrabilité, trouver des contenus, de métadonnées, etc. Déjà là, c'était un peu, je dirais, confondant pour beaucoup de gens. Mais où est-ce qu'on en est présentement, là, en 2020, en termes de connaissances en matière de découvrabilité des produits culturels? Qu'est-ce qui ressort présentement quand on discute de ça? Peut-être que Josée voudra commencer avec le portrait de ses recherches récentes. En fait, je ne suis pas chercheuse. Je travaille dans un domaine très, très appliqué, même je pourrais dire que la découvrabilité, c'est une préoccupation qui est largement autour du Québec ou de l'Amérique du Nord, pas vraiment. C'est vraiment un terme qui est vraiment sorti, qui a été utilisé pour, je pense, cristalliser différentes problématiques et enjeux autour soit de la visibilité, de la promotion des contenus. Moi, la découvrabilité, je le considère comme une propriété d'une information, parce que sur le web, ce n'est pas des contenus dans le numérique, en fait, dans l'espace numérique. Ce sont pour moi, c'est de l'information, donc la visibilité d'une information, la propriété de cette information-là, une propriété qu'elle a pour être exploitée dans des conditions de système informatique, dans les conditions des systèmes informatiques, dont le web en est une manifestation. Donc, c'est ça. Alors, c'est ailleurs dans le monde, je dirais que c'est pas un mot qu'on va retrouver. Il n'y a pas vraiment, en fait, il y a beaucoup de recherches autour des données en culture et autour de la mise en données des connaissances, soit sur la culture, le patrimoine. Ça, il y a énormément, l'Europe, les États-Unis, notre pays, la Nouvelle-Zélande, il y a énormément de recherches et de travaux, mais ça n'a pas la même finalité ou souvent le même objectif qu'on a trouvé ici. Ici, il faut dire que c'est lors de l'événement organisé par le CRTC, il y avait vraiment une forte charge, un fort intérêt pour la promotion et de voir que les contenus qu'on mettait en ligne étaient promus à leur public, alors que toute la recherche autour de la mise en données de l'information, de la mise en données des connaissances en patrimoine, notamment par des grands projets comme Europeana, c'est généralement plus pour la mise en commun, pour
des données soit au public, aux chercheurs, mais ce n'est pas nécessairement pour être devant sur l'interface, par exemple, d'un moteur de recherche ou sur l'interface, par exemple, d'une plateforme de consommation de musique comme Spotify ou Deezer, par exemple. Fait qu'on en est encore à essayer de faire émerger, je dirais, les jeux de données. C'est ça? On est En encore fait, à ça. il y a différents objectifs et c'est pour ça que c'est difficile. On ne peut pas vraiment comparer tous les projets. Tous les projets n'ont pas les mêmes finalités. Ce qui nous caractérise ici au Québec avec notre obsession de la découvrabilité, c'est qu'on veut, on a l'espoir de pouvoir avoir un certain contrôle sur des algorithmes. Oui, sur être vu, être plus vu dans un environnement très foisonnant, disons-le. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre des métadonnées? Mais rarement, par contre, on va se pencher sur, ou essayer de comprendre, et c'est là que les recherches sont donc, où il y a une lacune, comment fonctionnent ces environnements. Si on veut agir dessus, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et comme je disais tout à l'heure, il faut se rendre compte que on a toujours une perspective de communication et de promotion, alors que ce sont des systèmes de calcul. Un moteur de recherche ne comprend pas. Et donc on a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là qu'il y a un manque. On tente de mesurer, on tente de voir si un contenu est découvrable, mais on ne s'est pas penché sur la façon dont les particularités de ces environnements-là et les conditions qui sont nécessaires pour qu'une information, parce que je reviens toujours sur l'information, contenu, le moteur de recherche ne voit pas de contenu. C'est de l'information, en fait, structurée, mais c'est de l'information d'abord qu'on détecte ou qu'on va chercher. Et là, j'aimerais peut-être justement que Julien rebondisse là-dessus, parce que Julien, comme vous êtes à la croisée, je dirais, de deux secteurs, c'est-à-dire que vous diffusez, je dirais, vous produisez, diffusez de l'information sur les arts visuels, et en même temps, bien, il y a l'idée justement du journalisme dans son ensemble. Et comment est-ce que vous abordez dans ce contexte-là la découvrabilité, prenons dans le contexte de votre rôle à Vie des Arts? Ce sera pas une découverte pour les gens autour de cette table. Effectivement, le paysage a beaucoup changé en 10 ans en matière de découvrabilité, évidemment, à cause de la masse de contenu, de la concurrence exacerbée, comme disait Patrick Lelay, de temps de cerveau, au niveau du temps de cerveau disponible. C'est pas évident. Aujourd'hui, on les connaît bien, les 4 axes pour découvrir du contenu. On peut les retrouver, grosso modo, la spécialiste Josée peut-être aura des détails à apporter à cette nomenclature, mais il y a 4 grandes façons de découvrir le contenu aujourd'hui en matière de découvrabilité. On a le search, on a le referral. Donc le search, c'est la recherche Google. Le referral, c'est l'article qui vous est référé via un autre site. Vous avez les médias sociaux, évidemment, tout ce qui est social depuis maintenant 10 ans. Et puis, il y a en fait cet accès qui est encore aujourd'hui, je trouve, d'expérience trop souvent négligée et parce que c'est aussi le plus dur à activer, c'est le trafic direct, où en fait, on va chercher la découverte du contenu. On découvre le contenu non pas par des plateformes tierces ou par quelqu'un qui nous réfère, on découvre le contenu parce qu'on a un réflexe plateforme. On va sur le site en question. Ça me rappelle le beau papier justement que Josier avait écrit là-dessus pour tomber en amour avec nos sites web. J'ai le sentiment qu'on a un peu perdu effectivement le contrôle de cette découvrabilité en fait en la sous-traitant et en donnant à d'autres plateformes ce pouvoir de conduire le contenu. Alors que ce trafic direct, fondamentalement, quand on regarde bien, effectivement, il est de plus en plus, je ne vais pas dire qu'il est délaissé, mais on s'y intéresse peu et on ne s'intéresse pas en fait aux dynamiques qui sous-tendent ce trafic direct. Pourquoi cette personne vient sur mon site pour découvrir du contenu? Et en fait, ça, c'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment. Alors que ce sont en fait des internautes, quand on regarde les 4 types de sources de trafic, ceux qu'il faut chérir, qu'il faut comprendre pour pouvoir augmenter cette masse, c'est justement ce trafic direct. Et c'est en même temps le plus compliqué à comprendre parce que qu'est-ce qui fait que cette personne vient sur notre site? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à déclencher un réflexe? Je parle de ma boutique, mais un réflexe Vie des Arts. C'est pas évident.
C'est pas évident et il y a à la fois peut-être un manque d'imagination de la part de la presse par rapport à ces questions. Aussi le côté fataliste où je crois pour beaucoup on a abandonné en fait parce que en fait on a pris tellement de retard que la pente nous semble impossible à gravir. Et puis il y a tous les effets qui sont liés. On va pas se mentir, mais les temps sont durs pour la presse, donc il faut faire des quick wins. Donc la meilleure façon d'accroître un trafic sur un site, les médias sociaux, c'est un levier formidable. Quand j'étais aux affaires, en l'espace de 4 mois, les médias sociaux qui étaient la quatrième source de trafic, avec 9% du trafic, avec une stratégie sociale pensée. En 4 mois, elle était devenue première source de trafic, 30% du trafic généré. C'est relativement facile une fois qu'on a les bonnes techniques, la bonne stratégie pour activer ça. Le trafic direct, développer un réflexe, développer une image de marque qui va faire qu'on va aller sur le site sans passer par une plateforme tierce, c'est une autre job. Ça prend du temps, ça prend des ressources intellectuelles et ça prend évidemment de l'argent. Et ça, c'est là que la particularité du milieu culturel entre en ligne de compte, c'est que de l'argent, on en a encore moins que les autres. Ouais. Donc, ça complique encore la donne, en fait. Oui, parce qu'effectivement, vous arrivez, Julien, justement, à parler de la particularité là, du milieu culturel, mais là, on parle encore d'un milieu je dirais, plus restreint, celui des arts visuels. Donc, on a un produit, je dirais, qui est une image, souvent, qui est une œuvre, qu'elle soit là, en 2D ou en 3D, etc., et qui doit être souvent mise en marché via la diffusion des critiques de l'œuvre, via justement donc l'œuvre elle-même, tout ce qui s'y rattache. Je dirais, et là, la visibilité des organismes et des événements compte beaucoup dans tout ça. Peut-être que Josée voudrait rebondir là-dessus. Là, je vous vois opiner. mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que les arts visuels, d'abord, c'est comme l'expression le dit, c'est visuel. Les contenus images sont pourtant ce qui je dirais, génère le plus de trafic, ce qui permet d'attirer l'attention parce que la vue est un des sens qui ne demande aucune réflexion. Hein. C'est rapide, on voit une image, on réfléchit, on ne lit pas, on la ressent, l'image pratiquement. Évidemment, quand on est dans le domaine artistique, en plus, c'est une forme d'expérience de voir une œuvre. Il y a quelque chose qui est quand même assez puissant. C'est plus facile d'attirer des visiteurs avec une image qu'avec un texte, par exemple. Bon, un texte, c'est un effort. Mais il est certain que là, on est face à une problématique où, puisqu'on va tous sur une plateforme, donc le web notre consommation est centralisée en général sur une plateforme. Il y a des gens qui ne vont que sur Facebook et pour lesquels c'est l'algorithme de Facebook qui est alimenté. Ce n'est pas les algorithmes, c'est celui-là. Si je fais une recherche parce que je suis dans une ville étrangère et que je veux voir s'il y a quelque chose à voir, je vais demander à Google, je vais ouvrir la carte et je vais dire Cultural Attraction ou Museum ou peu importe, et je vais avoir la carte et on va avoir tous les musées qui vont être là, puis je vais même avoir des petites images de leur collection. Mais je n'aurai pas malheureusement les galeries parce que c'est un type. Mais ça, c'est le choix du moteur de recherche qui va classer les types d'offres et qui va avoir tendance à orienter même déjà mes choix culturels. Mais tout ça, cette compréhension de comment ça se passe, comment nous consommons, que on n'a pas beaucoup cette recherche-là. La conséquence d'avoir laissé toute l'activité sur des plateformes, on l'a, elle n'est pas irréversible, mais ce sera difficile, évidemment, comme le dit Julien, c'est très, très difficile de générer du trafic parce qu'en plus, comme entre autres du côté des moteurs de recherche, on a la fameuse tendance zéro-clic, c'est-à-dire qu'un moteur de recherche va tellement bien exploiter, même si on ne fournit pas de métadonnées, il va être capable de trouver des entités nommées dans des textes, donc de trouver des noms, des œuvres, des personnes, des artistes, par croisement, il va en voir l'importance. Il va l'exploiter, il va nous répondre, donc dans sa petite fiche de réponse qui est toujours maintenant à droite de l'écran quand on est sur et qui est vraiment la première chose qu'on voit sur un écran mobile. Il nous répond et il nous permet de circuler et de voir d'autres images et de voir d'autres suggestions d'artistes indépendamment de la curation qu'on fait sur nos sites. Donc, il va capter cette attention
il va la garder le plus longtemps possible sur son interface en disant est-ce que c'est ça que tu veux, c'est ça que tu aimerais, c'est ça que tu veux voir. Ouais. Viens voir Google Arts and Culture, qui est vraiment pour moi extraordinaire, mais d'un autre côté, qui dépouille absolument la plupart des grands sites et des petits et des grands de leur trafic, et qui prend aussi la parole de tous les curateurs, commissaires qui enlèvent ce travail-là. Donc, ça, c'est pour moi, c'est ça qui est difficile. C'est ça qu'il faut comprendre avant tout, parce que plus on va essayer de fabriquer des métadonnées sans comprendre comment ça se passe, mais plus on perd un temps précieux pour voir où on peut agir. Mais il y a un endroit où on pourrait réessayer d'agir, parce qu'en fait, c'est là où on a abandonné. C'est là où on a laissé le web se centraliser dans un sous-ensemble, le fameux jardin clos des réseaux sociaux. Des GAFAM, etc. C'est ça, c'est quand les gens avaient besoin de la communauté. Les gens avaient besoin d'échanger, de commenter des choses. Et, par exemple, les médias ont fermé leurs commentaires. C'était trop compliqué, il y avait des trolls, on ferme les commentaires. Pour déplacer la conversation sur des réseaux sociaux. Donc, comment on peut trouver dans des publications spécialisées ou dans des milieux, par exemple, moi j'aime bien les arts visuels, j'aime aussi les arts médiatiques, comment je peux constituer une constellation de sites qui m'intéressent, qui intéresse aussi des gens comme moi, comment on constitue cette constellation et comment on les accueille, ces conversations, parce qu'on sait qu'on est habitué à commenter maintenant. On ne veut plus juste regarder, on voudrait pouvoir dire « Ah, ça m'intéresse votre truc, mais je ne suis pas d'accord avec telle chose. » Ce n'est pas tout le monde qui va le faire, mais ceux qui vont le faire font partie des… Donc, comment j'accueille cette communauté-là, comment je l'entretiens? Oui, ça coûte de l'argent, il faut modérer, il faut converser. On le fait pourtant parce qu'il y a des organismes qui entretiennent des pages Facebook, par exemple. Mais comment je ramène ça aussi dans l'espace que je contrôle? Je donne l'exemple de BBC qui, il y a 2 ans, a arrêté complètement de mettre ses balados-diffusions sur Google Podcast parce qu'ils ont constaté avec les chiffres que les gens restaient sur Google Podcast pour voir d'autres aussi, chercher, explorer d'autres contenus. Ils ne venaient pas sur leur belle page qu'ils avaient fait, un beau catalogue avec des présentations, avec une curation, donc des suggestions. Et ils ont dit, nous, non, on n'y va plus. On ne va plus là, on ne veut plus mettre nos choses là parce qu'en fait, on veut les accueillir chez nous et on va faire ce qu'on peut pour accueillir les gens et leur offrir nos connaissances, nos expertises, les voix de nos spécialistes. Et donc, on veut entretenir les conversations, on va essayer de les activer chez nous. Alors oui, ça ne s'est peut-être pas soldé par un retour de trafic, mais ce sont des expériences à suivre pour comprendre comment il est possible de déplacer un espace de conversation, d'accueillir un salon. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que des spécialistes comme Julien qui sont dans les médias connaissent suffisamment leur domaine et connaissent suffisamment leur public. Je pense qu'il faut voir comment on peut mettre différents spécialistes ensemble pour tenter ces expériences de réaccueillir ces communautés, en fait. Parce qu'on n'est pas un peu tenté, et là, c'est peut-être justement de votre collab, vous serez dans votre camp, Julien, de justement, l'idée, c'est de profiter, on s'imagine, de la manne, par exemple, qu'une plateforme comme Google Podcast peut apporter, ou encore que les réseaux sociaux peuvent apporter, mais comment est-ce qu'on fait pour justement recentrer, et est-ce qu'il n'y a pas une illusion sur ces plateformes-là? Tu sais, l'idée qu'on va avoir un public très élargi, alors qu'au fond, peut-être qu'on évalue mal la fidélité et la valeur du public qu'on peut conquérir de d'autres manières, je dirais. Ouais, moi, l'exemple qui me vient systématiquement par rapport à ça, parce que je le trouve spectaculaire et parce que ça a été un virage qui a été pensé, qui a été stratégisé et qui a été effectué en quelques années, c'est celui du New York Times. Le New York Times avait un retard considérable en matière de numérique et à un moment donné, ils ont pondu
livre blanc que je conseille à tout le monde qui s'intéresse à la transition numérique de le lire. C'est fascinant parce qu'il y a beaucoup des réponses encore que des médias d'ici ou d'ailleurs des problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Il y a beaucoup de réponses qui sont là-dedans. En fait. Et le virage qu'ils ont réussi à faire et pour moi est un modèle et finit même lui-même par poser des problèmes. C'est devenu une espèce de Facebook médiatique en fait parce que c'est devenu l'unique point d'entrée. Pour moi, en matière de consommation de contenu anglophone, je ne lis plus que ce qui se passe au New York Times parce que la plateforme est tellement riche. On réussit à Voilà, ils ont réussi une nouvelle fois en fait à refermer l'écosystème sur lui-même. Mais vous parliez justement des commentaires, de créer cette communauté. Et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà traîné sur les commentaires du New York Times. C'est phénoménal. Le niveau intellectuel, le niveau des conversations est exceptionnel et c'est presque autant de plaisir de lire les articles que de lire les commentaires ensuite en fait. Et le New York Times, pour le coup, je rebondis sur ce que disait José, a pris le taureau par les cornes de ce côté-là parce qu'ils ont même développé ce qu'ils appellent le New York Times Picks, où en fait les éditeurs du New York Times sélectionnent les meilleurs commentaires à la main. Ils font une curation des commentaires. Ce qui fait que quand vous traînez dans cette section, vous avez des commentaires qui viennent considérablement enrichir le contenu que vous aviez commencé à lire. Je pense il y a des plateformes qui sont plus, là c'est mon côté français qui ressurgit, il y a je pense à un site consacré au soccer aussi en France qui s'appelle SoFoot, où il y a des conversations, vous pouvez voir des articles 70, 80, 120, 200 commentaires, avec c'est pareil, un niveau culturel en matière de soccer, qui est des gens qui sont ça vanne, il y a le langage est fleuri, mais il y a de la vraie connaissance et des gens donc qui développent de véritables langages. Comment faire la même chose avec la culture, avec le culturel, c'est évidemment un enjeu. Il se trouve que ça tombe bien cette conversation qu'on a parce que là, nous, la semaine prochaine, on va lancer notre nouveau site web. On va franchir plusieurs générations d'un coup parce que la dernière fois qu'on l'a changé, c'était en 2010. Donc ça va pas du tout ressembler à ce que c'était. J'ai commencé à me poser ces questions moi au moment où on a fait le site. Le fait est qu'on partait de tellement loin que on va réserver ça pour une phase 2. Mais il est évident que ces questions-là de notre côté se posent. Parce que ça me permet de rebondir sur la question que tu posais, Nadia, par rapport à ce que je sentais que tu voulais qu'on parle un petit peu de bulle de filtre, ce genre de choses, le fait que effectivement ces plateformes tierces nous donnent l'illusion d'atteindre beaucoup de gens, alors qu'en réalité, c'est pas si large. En fait, je pouvais pas m'empêcher de me demander à quel moment est-ce qu'on a accepté que des plateformes tierces, donc par laquelle passe aujourd'hui pour certains sites l'intégralité du trafic ou presque, à quel moment est-ce qu'on a pu accepter que ces plateformes t'interdisent de rejoindre 90% de tes fans sous prétexte qu'il y a un algorithme de triage du contenu en fait. Et on a accepté, on a toléré ça, on s'en est accommodé. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 10 ans depuis l'invention de Facebook. C'est que lorsque Facebook est lancé, et puis même au début des années 2010, je me souviens d'ailleurs d'un article qui avait été écrit en 2012 par un employé de Facebook à propos du fait que Facebook était l'application des théories de Mark Granovetter dans le monde du social. C'est-à-dire que, grosso modo, l'information transite par les liens faibles. Les gens sont des clusters d'informations constitués de liens forts, vos amis les plus proches, votre famille, et de liens faibles. Et en fait, Facebook participait complètement au départ à cette transmission virale de l'information. C'est le mécanisme de la viralité, il emprunte les liens faibles. Et puis le problème, c'est qu'en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Facebook change son algorithme, on quitte le système de LedgeRank pour entrer dans un système beaucoup plus complexe du newsfeed avec des milliers de points de données, une personnalisation accrue du feed, et puis surtout, Facebook entre en bourse cette année-là et a besoin de générer du cash. Donc, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils coupent les liens faibles, donc ils empêchent volontairement votre information de circuler aussi bien qu'avant, et ils vous font payer publicitairement la reconstruction de ces liens faibles pour reconstruire les briques donc en payant. C'est fou quand on y pense que la presse culturelle et mondiale ait accepté ce mécanisme qui fait que vous avez une communauté de fans, 100%, vous aviez 3000, 5000 fans, 10 000, 100 000, vous savez dès le départ que votre post va atteindre 10% de ces gens-là et pas plus. Donc, vous pouvez travailler organiquement pour faire un post qui va aller plus loin, vous pouvez faire tout ça, mais vous n'allez jamais dépasser les 20-25% de votre cible. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du trafic direct. En fait, on s'est un peu fait cannibaliser, voler notre public, et en plus, non seulement on se l'est fait voler, mais on ne peut même plus l'atteindre.
Alors, c'est pour ça j'en parlais avec des amis, mais les stratégies de newsletter sont Sont intéressantes à de retour, c'est ça? Oui. repenser aussi, Mhm. parce qu'on atteint mécaniquement et potentiellement 100% de la cible. On sait que votre newsletter, elle va tomber dans 100% des boîtes Oui. mail à laquelle vous allez l'envoyer. Et vous Donc, allez avoir votre liste aussi, Julien, parce que là, la liste de vos abonnés, des gens qui s'intéressent à vous, vous n'en êtes plus maître. Hein? C'était un principe de marketing, je dirais, avant l'arrivée des réseaux sociaux qui était assez fort, hein, de savoir d'avoir les données hein, de qui nous suivait, où ces gens-là habitaient, etc. Maintenant, c'est très vague. Vous pouvez les cibler, mais sans jamais vraiment les connaître, hein, grâce à Facebook, justement. Et la newsletter vient complémenter ça parce que vous pouvez justement envoyer une newsletter et là, vous avez le retour, hein, combien de personnes l'ont ouvert, combien l'ont lu, combien de temps ils ont passé dessus. Ça vient changer et c'est peut-être pour ça quand je vous parlais tout à l'heure de la grandeur des communautés, je me disais, puis c'est une question là, que je vous pose, ne vaut-il pas mieux justement une communauté justement, donc ce mot-là est important, qui se réunit autour de vos contenus et qui en deviennent les porteurs, si on veut, que viser très, très large et ne jamais savoir si la cible est atteinte ou si vous atteignez. On va vous dire, vous avez eu tant de clics, mais quand il n'y a pas de retour là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Hein? C'est vraiment c'est la question. Pardonnez-moi, il y a le téléphone, je pense qu'il sonne chez moi, mais je m'en occuperai pas. il faut assumer cette dimension de niche, particulièrement dans nos secteurs culturels. Cette dimension de Ouais. niche, il faut l'assumer, mais c'est juste qu'il faut se construire sa propre niche en fait. Il faut pas la louer à quelqu'un. Mhm, Le fait est que là, enfin, je donne des grandes leçons et je pose des grandes questions, mais le fait est que je n'ai pas de réponse en fait. C'est que après la partie action du plan devient beaucoup plus compliquée parce que la réponse, en fait, le fait est que personne n'a vraiment comment dire, un plan et une stratégie toute faite pour dire ça va marcher. Voilà, là vous faites ça, Mhm. ça va fonctionner. Voilà Et la ça, recette. Ouais. ça c'est compliqué. Enfin, le problème, c'est que faire adopter une plateforme, faire adopter un nouveau comportement à quelqu'un, ça se pilote pas comme ça. En fait, ça prend du temps et ça prend un truc qui va cristalliser à un moment donné. Ouais. Et puis ça cristallise et puis on ne sait pas trop pourquoi ça va marcher. Le fait est que quand le New York Times fait ça, ils le font avec une force de frappe qu'on n'aura jamais. Mais le simple fait d'avoir ces conversations, d'en parler, mon avis, ça a fait phosphorer et ça permet à tout le monde de se poser des questions et d'essayer. Parce que le paradoxe là-dedans, c'est que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas d'argent, mais de l'argent, il y en a. Je veux Ouais. dire, le fédéral, au niveau du Conseil des arts, a un fonds numérique, donc il n'arrive pas à dépenser, enfin, il n'arrive pas à tout donner. C'est-à-dire que Ouais. l'argent, il y en a, ce qui manque, c'est les idées. Et les idées, et surtout des gens qui ont le temps de se poser, d'avoir ces idées et de vouloir les mettre en action, les mettre en pratique. Donc, on a aussi un défi par rapport à ça, par rapport à il y a aussi toute une génération qu'il faut faire monter, une génération plus numérique, qu'il faut faire monter dans le milieu culturel et pour pouvoir structurer le milieu autour de ces questions. Puis, en fait, quand on parlait justement de ce qu'on va chercher sur les plateformes comme Facebook, ce qu'on espère par exemple, de la recherche Google, etc., et bien, de plus en plus d'outils de ce type-là, finalement, c'est on veut que, finalement, on ne s'occupe pas de nos données nous-mêmes. Hein, on veut que nos données et que la taxonomie qui est reliée à ces données-là, là, si jamais j'utilise des mauvais mots, José, vous me corrigerez, mais donc, on veut que tout ça soit fait comme ailleurs parce que on ne le fait plus nous-mêmes. Et quand vous avez fait votre billet, José, sur les données des sites web, j'ai trouvé ça très intéressant parce que même en recherche en milieu universitaire, on s'intéresse présentement à la mise en données du monde, bien évidemment, mais on s'intéresse aussi justement à tout ce processus-là du fait que tout devrait être perçu comme potentiellement une base de données et non pas comme juste une interface de communication. Et c'est un peu ce que vous avez mis en valeur, c'est que présentement, on est encore beaucoup pris dans ce paradigme-là, hein, de faire beau, de faire élégant quand on regarde les sites, mais on a des sites qui souvent ne sont pas appuyés sur, je dirais, un jeu de données qui est organisé et qui est cohérent et qui pourrait fonctionner pour d'autres modèles, qui pourraient être réutilisés, puis finalement mis en forme pour d'autres fonctions. Je dirais que
le premier piège, souvent, c'est qu'on tombe toujours, puis c'est ça, je suis d'accord avec Julien, si on veut expérimenter d'autres façons d'interagir, parce qu'il s'agit de ça, c'est pas juste de publier des choses, mais d'échanger, d'interagir, de comprendre nos publics aussi, d'avoir des conversations avec ce qu'on appelle les experts amateurs, donc les gens qui aiment et qui deviennent en quelque sorte des pseudo-experts, des amateurs éclairés. Donc, plutôt que de faire ça, on va se jeter sur des solutions technologiques. La solution, et ça, je le vois, il y a rarement un changement de façon de penser. C'est généralement, tout changement, en fait, en ce moment, puis pas qu'en culture, part d'une nouvelle plateforme. C'est un nouvel outil, une nouvelle plateforme, même des métadonnées, mais pas de réflexion de base sur comment les gens accèdent à ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à changer? C'est bien, on va toujours sur les réseaux sociaux pour avoir des conversations, mais est-ce qu'on a déjà essayé de faire autrement? Est-ce qu'on a déjà essayé d'en ramener ou d'en organiser autrement? Donc, déjà, il y a ça, mais aussi, quand on parle de données ou de faire c'est repenser totalement différemment des sites web. Quand je disais que les plateformes, c'est-à-dire les Amazon de ce monde, ne font pas des sites web. Ils font des plateformes de données. C'est-à-dire qu'avant de dessiner une page web ou par exemple, reprenons une galerie d'art. Ben, je dessine en me disant chaque œuvre il y aura une image, il y aura un texte, les métadonnées de l'œuvre, technique, description, dimension, machin, des liens. Je dessine des pages. Pour une plateforme, c'est pas ça. C'est une œuvre, une adresse, un URL. De quel type? Donc, je vais décrire sous forme de données. Je vais donc produire d'abord ce qu'on appelle un graphe de données pour décrire chaque œuvre et voir comment chacune de ces œuvres, chacun de ces graphes de données que j'ai produits va pouvoir structurer l'information, pouvoir utiliser ces données-là de différentes façons. Après, par-dessus, oui, je vais pouvoir designer, faire le design de pages web et faire une présentation, ce que j'appelle pour les humains. Mais avant tout, à la base, au fond, ce sont des données connectées entre elles. Ce qui fait qu'il y a plusieurs objectifs auxquels que ce type de structure-là permet d'atteindre. Non seulement de rendre une information plus exploitable par n'importe quelle machine, moteur de recherche ou même mon propre moteur de recherche interne, d'être capable d'exploiter tout l'actif informationnel que j'ai, ce que les bases de données actuelles ne permettent pas de faire. C'est fou, ce qu'on peut absolument pas faire avec une base de données de nos jours. Il suffit d'essayer de travailler là-dessus pour comprendre, par exemple, quel est l'artiste qui a été influencé ou force à libre de voir la frise chronologique des influences. Je ne peux pas faire ça avec une base de données actuelle. Pourtant, les données sont là, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas les bons concepts, il n'y a pas de structure. Donc, une plateforme de données comme Amazon ou Spotify, pour chaque objet qui est présenté, chaque chanson, chaque œuvre, chaque artiste qui est présenté, j'ai des données qui peuvent être interconnectées entre elles. Je peux donc exploiter mes actifs informationnels, relier ces données descriptives à des données d'usage, donc à des utilisations, des interactions des utilisateurs vers ces données-là. Ça me permet rapidement, pratiquement en temps réel, de comprendre la consommation de l'information sur mon site. Il y a une quantité d'usages qui sont faits à partir de ça et qui font que, oui, les plateformes ont des longueurs d'avance devant nous parce que malheureusement, il n'y a pas de formation, il n'existe pas de formation au Québec ou ailleurs sur comment faire un site web aujourd'hui, comment faire une présence web, un site web à l'ère des plateformes, à l'ère des algorithmes, à l'ère des agents semi-intelligents. On n'a pas ça. On continue à dessiner des pages web pour des humains, alors qu'on est dans un univers où ce sont des machines. Les machines, même des algorithmes, c'est des principes de calcul. C'est très difficile de présenter un beau texte. C'est bon pour l'humain, mais la machine ne le comprendra pas. Et pourquoi j'insiste sur la machine, c'est parce que ce n'est pas nous qui découvrons, c'est l'algorithme. Et là, le problème, c'est ce qu'on présente là, c'est garbage in, garbage out. Si ce n'est pas utilisable ou à moitié interprétable par une machine, ça ne sera pas utilisé ailleurs.
Je Il ne n'y aura pas pourrais de pas. pérennité là, de l'information. Et Mais moi-même, je José, ne pourrais pas recueillir ces données-là pour faire quelque chose de mieux avec non plus. quand vous parlez de ça, en fait, vous référez un peu, là, je pense, à ce que le modèle là, qui a été développé avec la coagency.co, là, je pense auquel vous avez collaboré, les 4 piliers de la découvrabilité. Je ne sais pas comment Julien a trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant hein, parce que on avait effectivement donc le court terme, hein, qui est ce que vous décriviez, donc comment on parle aux humains. Hein, avec des achats médias, des relations publiques, de la promotion finalement, le marketing numérique, donc la programmatique sur les réseaux sociaux, hein, donc l'achat d'espace, de posts promus, etc., les mots-clés sur Google, les enchères, hein, les bannières. Et ensuite, il y a tout en dessous de ça, hein, je dirais la partie, si on veut, immergée pour le regard humain, qui est la construction, hein, la conversation avec les machines, donc l'indexation des pages d'une part, hein, et donc pour les moteurs de recherche, et d'autre part le référencement des contenus. Donc, on parle de métadonnées, de liens structurés, etc. Et tout cet univers-là. Et quand on n'a pas ces deux parties-là, on n'a que la partie, je dirais, qui n'est pas pérenne, hein, donc le court terme, comme vous l'appelez, et le long terme, donc, ces contenus-là ne ressurgiront pas, ne pourront pas être réutilisés autrement. Est-ce que ça vous a parlé, ce modèle-là, Julien? Parce que je vous l'avais envoyé justement en me disant, il me semble que c'est un modèle qui est tellement clair quand on veut parler, par exemple, à un CA ou quelque chose comme ça pour refaire notre site Web. Oui, non, c'est très intéressant comme visualisation. C'est tout l'enjeu d'ailleurs, toute la difficulté Oui. qu'on a, c'est qu'on parle à la fois à des humains et à des machines en fait. Il faut trouver le moyen de parler aux deux, avec une problématique supplémentaire concernant le milieu dans lequel on travaille, c'est qu'on est sur de la recherche et ce qu'on appelle, on est sur de la longue traîne comme on dit, c'est-à-dire que on n'est pas sur des recherches qui sont saisonnalisées, sur des recherches qui sont massives. Le trafic qu'on va pouvoir gagner, la découvrabilité qu'on va pouvoir gagner via une stratégie SEO très pensée et tout, elle va rester minime en fait, quoi qu'on fasse. Par contre, effectivement, à long terme, et Dieu sait que pour avoir travaillé en agence avec des spécialistes SEO, j'ai découvert que c'était vraiment un métier et que ça marchait. Il est évident que tout le travail qu'on effectue en matière de SEO, en matière d'interlinking entre les pages, de tout ça, vous faites monter votre site mécaniquement. Il gagne un charisme SEO de plus en plus grand. Et en fait, il remonte mécaniquement dans les moteurs, en fait. Et si vous tapez, par exemple, magazine d'art ou revue d'art dans un site, c'est aussi le travail que vous avez effectué sur le long terme dans votre site, tout le travail d'interlinking, qui va faire que d'interlinking et j'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça fonctionne, le SEO au niveau des métadonnées et des stratégies dans le site. Mais le fait est que ça va faire monter mécaniquement votre site dans les pages Google. Maintenant, effectivement, c'est pas le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est un cocktail. C'est que ce sont des briques et il n'y en a pas une qu'il faut délaisser au profit des autres. Je ne voudrais pas donner cette impression parce que tout à l'heure, je parlais du trafic direct, de son importance et tout. Mais en fait, ça marche un petit peu comme ce que les marketeurs appellent le customer journey. Mais la découvrabilité, la découverte d'un site, le fait de réussir à développer ce réflexe dont je parlais de trafic direct, ce réflexe web, ce réflexe, je vais aller sur le site de Vidésart ou d'un autre, pour bâtir ce réflexe, d'abord, ça passe par une découverte. Et cette découverte, elle ne peut être activée que par les autres. Vous n'allez pas pouvoir, dire tiens, je vais aller sur tel site que je ne connais pas encore. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut à un moment donné que la découverte du site et de l'expérience et d'apprécier, apprendre à apprécier cette expérience, elle doit passer par un des autres canaux. Des autres canaux de découvrabilité. Et c'est donc là quand il y a un travail à faire, que ce soit à la limite, même si vous avez dans votre tas, imaginez que vous avez 3000 personnes qui vont régulièrement sur votre site. Ces 3000 personnes, vous en avez 100 qui l'ont découverte parce qu'au hasard d'une recherche Google, parce que vous avez bien fait votre travail en matière de SEO, ils sont tombés sur votre site. C'est 100 de gagner. Et c'est petit à petit comme ça qu'on peut construire l'ensemble de l'écosystème et construire un réflexe d'aller sur un site. Et puis, il est évident que média oblige, le
le levier le plus efficace à activer dans ces conditions-là, ça reste effectivement le levier promotionnel, le levier court terme qui sont impliqués dans ce schéma. Et qu'effectivement, là, c'est, comment dire, c'est aussi là où, parce que je disais qu'en matière de SEO, c'était un métier. Le fait est qu'aujourd'hui, les plateformes de réseaux sociaux sont tellement intégrées dans l'ADN aujourd'hui des gens qui les utilisent, même si, encore une fois, là aussi, ici, c'est un métier, il y a des skills très particuliers, mais le fait est que c'est beaucoup plus compris, connu. Et donc, en fait, c'est là où il y a un levier de croissance, un levier de découvrabilité beaucoup plus simple à actionner pour des organismes culturels comme les nôtres. C'est parce que sur ces plateformes-là, on peut bâtir de la réputation, on peut bâtir une image beaucoup plus rapidement que via le search. Oui. Où ça prend forcément davantage d'expérience, davantage de compétences. Même si, encore une fois, voilà, il y a des skills très particuliers pour bâtir une bonne stratégie sociale. Mais le fait est qu'une fois qu'on a réussi à activer ce court terme, encore faut-il capter la valeur qu'on a réussi à construire. Ça sert à rien d'avoir à recommencer en permanence, en fait. C'est un peu comme en search. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est quand je travaillais effectivement donc pour les affaires, donc dans le milieu de la bourse. Imaginez que vous avez une première visite d'une personne qui est venue en tapant, elle voulait le cours de telle action ou elle veut connaître tel peintre. Bon, elle arrive sur votre site parce que elle est passée donc par le search. Elle arrive sur votre site. Si la choix suivante pour chercher un autre artiste ou de nouveau les valeurs boursières de telle action, elle repasse par Google, vous avez échoué. Parce que si elle repasse par Google, vous avez une chance considérable qu'elle aille sur un autre site. Donc, en fait, c'est une stratégie de captation de valeur, en fait. À partir de captation de lecteurs, à partir du moment où vous avez réussi à capter quelqu'un par un canal de découvrabilité, il faut le garder. Il faut trouver un moyen de le garder. Pour ça, il faut trouver un moyen de le suivre, de le retargeter ensuite sur d'autres plateformes. Un moyen de, c'est toute une stratégie de user experience aussi sur le site. Le faire naviguer, réussir à le faire naviguer pour qu'après qu'il ait découvert son contenu, il voit toute la richesse du site. C'est toute une stratégie, un écosystème global. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu monoculturel dans les sites internet où il y a des grands trends. Il y a un moment donné, c'était les réseaux sociaux, il fallait faire du social login, il fallait faire du social, il y avait les data sociales, et puis Facebook a refermé le robinet, alors ça s'est déplacé. Aujourd'hui, on reparle énormément de SEO, on parlait de newsletter tout à l'heure, c'est pareil, c'est des trends qui remontent comme ça, et ce qu'on n'arrive pas à avoir, c'est avoir le big picture, et se dire, OK, tout ça c'est un puzzle, ça s'imbrique, et il faut que je le pense globalement, si je veux réussir à construire ce réflexe dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut aussi tenir compte, hein, parce que vous parlez de SEO beaucoup. Le SEM, souvent, vient tromper un peu tout ça parce que Google a permis, par exemple, que certaines personnes achètent le nom de leurs compétiteurs, etc. Et ainsi truquent, justement, là, les résultats de recherche pour les gens qui se connaissent moins. Parce que les plateformes comme Google, ce sont d'avant tout des régies publicitaires. Ce sont des entreprises. Elles ne sont pas là pour le bien des entreprises. Elles sont là comme au service des entreprises, mais elles servent principalement, évidemment, l'utilisateur. Donc, elles ne sont pas là pour malheureusement, si je suis une entreprise, pour mon bien, sauf si je veux payer. Ce qui est important, et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces piliers-là, ce sont des éléments, et comme le disait Julien, le plus grand problème que je vois souvent lorsque c'est utilisé, c'est qu'on fait une stratégie de référencement, une stratégie de promotion. Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'objectif quantifiable, c'est-à-dire on n'essaie pas, donc on n'est pas capable dans la plupart des cas de voir est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, ben je ne sais pas, on ne s'est pas fixé d'indicateurs, on ne s'est pas fixé de but là-dessus. Donc, il n'y a pas d'intégration et souvent aussi, bien, effectivement, ces 4 piliers-là, c'est des recettes différentes pour chacun parce que les cas sont différents site par site. Donc, encore une fois, on a toujours une attente d'une solution rapide. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai mon plan. Mais ça ne marche pas. Ça, c'est normal parce que c'est de la réflexion et c'est à ce niveau-là souvent qu'on a les plus grosses lacunes. Il n'y a pas de réflexion stratégique, une compréhension de nos publics à nous comme organisme, par exemple. Quels sont mes publics, quels sont mes objectifs qui ne sont pas les mêmes que ceux des autres, les vocabulaires, comment les gens parlent de mes choses, quels sont les mots utilisés par certains publics, ce ne sont pas les mêmes mots
entre public, entre experts et entre grand public, par exemple. Donc, toute cette finesse-là, il n'y a pas de temps passé là-dessus. Et souvent, quand on pose la question, mais pourquoi vous avez mis ces métadonnées-là? J'ai été voir Google. Oui, mais chez vous, comment les gens parlent de... ben oui, OK, on ne sait pas. Dans ce cas-là, on fait quoi? On ne construit pas de sens commun avec les publics qu'on veut rejoindre parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on va tout de suite, on pense que toute cette captation de l'attention, ce n'est que de la technologie, alors que c'est de la stratégie, c'est de la communication. C'est même pas mon domaine à moi, là. Je ne suis pas dans le domaine stratégique et communication. Je regarde le fonctionnement de ces systèmes-là et je me dis, si ces systèmes-là ne fonctionnent pas, s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas une connaissance des publics, et si on n'a pas mis à jour nos connaissances pour comprendre ça, on parlait d'algorithmes, la découverte, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que si je sais ce que je... Pas de problème. Ce qu'on voudrait souvent avoir, c'est rejoindre des gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas venus chez nous. On veut attirer leur attention et dire, venez voir ici, ça vous intéressera peut-être. Le problème, c'est qu'un algorithme, comme c'est encore un outil, c'est une pensée mathématique, c'est du calcul, ça fonctionne très facile, de façon... il y a deux axes. La popularité, donc par chiffre, donc quelque chose qui a un très gros volume, c'est sûrement important, donc je dirige là-dessus. Donc, il faut avoir des contenus populaires. Donc, ça va très mal quand on est dans des domaines nichés, parce qu'on ne sera pas nécessairement le plus populaire. Dans certaines pratiques artistiques, par exemple, ça peut être difficile. Certaines cultures, certaines langues. L'autre axe, malheureusement, et ça c'est anti-découvrabilité, c'est l'axe de la similarité. Donc, c'est l'utilisateur du système qui fournit à Google ou à tout autre système ou plateforme, Spotify par exemple, les informations sur lesquelles il se base pour te fournir la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te décevoir, parce que l'algorithme n'est pas là pour faire en sorte que tu dises, ben voyons, ça ne me ressemble pas ce truc-là, il est pourri, l'algorithme, le moteur de recherche n'est pas bon. Donc, on va autant que possible servir la même chose. Ça, c'est un problème pour la découvrabilité, parce qu'on voudrait... Si, par exemple, je ne m'intéresse qu'à une certaine forme d'art, l'art pictural ou que des peintres, par exemple, des grands peintres des grandes époques, et je ne suis pas très art contemporain, ben, il est probable qu'un moteur de recherche ne me servira pas, à moins que je le demande, ne me servira pas, n'enverra pas de ce côté-là, parce qu'il sait très bien que je n'en consomme pas de cette information-là. Au final, quand je vous entends, je me dis aussi que à la fois la force et je dirais ce qui peut être la faiblesse quand on parle de produits culturels, si on veut, c'est que pour que ces produits-là, qui sont plus des fois nichés, etc., ressortent, il faudrait avoir une excellente connaissance justement de l'arrière-scène, si on veut, c'est-à-dire qui n'est pas seulement la promotion, de ce qu'on parlait tout à l'heure, donc des données, de la façon de les indexer, etc. Et là seulement, on pourrait peut-être contourner, parce que ce que je vois beaucoup, ce sont ce que j'appelle du côté des agences, j'en discute souvent avec des gens qui sont dans ce milieu-là, on me parle beaucoup des solutions, un peu, je dirais, de patchage, c'est-à-dire ton site ne ressort pas bien, ben, on va te faire un plan avec Google, ensuite on va te faire un plan avec de la programmatique pour te mettre un peu partout. Mais cette solution-là ne fonctionne que le temps où l'argent continue de rouler parce qu'il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de profondeur qui se développe. On a de la notoriété, de la visibilité. On arrive à acquérir peut-être un peu je dirais même de base de fans ou des choses comme ça. Mais sitôt qu'on cesse de faire rouler les sous, puis de la programmatique, ben on retombe où on en était. Fait que donc, la pérennité n'est pas là. Mais pour atteindre ce dont on parle depuis tout à l'heure, et puis c'est drôle parce que Julien, vous allez le mettre à l'épreuve justement en refaisant votre site, puis en donnant, parce que Vie des Arts, c'est une marque, je dirais, iconique du domaine de la culture puis des arts visuels, mais c'est un fait qu'au cours des dernières années, on l'a moins vu parce que des plateformes l'ont remplacé. Et là, donc, ça veut dire qu'il va falloir que ce côté-là dans nos 4 sphères, ça soit extrêmement développé et ça demande plus de temps que faire ce que j'appelle une solution de patchage. Et c'est ça qui est difficile souvent, je pense, à faire ressortir en termes d'investissement. La formation, le temps pour les gens qui vont la mettre en place, cette solution-là, versus prendre une agence qui, sur 3 mois, va vous faire dépenser peut-être
j'ose même pas dire les montants qui se dépensent pour être visible. On parlait le Cirque du Soleil, hein, jusqu'à tout récemment, dépensait à peu près 150 000 US par jour, hein, pour sa visibilité. Alors, je pense qu'on n'était pas dans une perspective de SEO et de données. On était dans une perspective essentiellement de visibilité achetée. Et donc, comment est-ce qu'on reconçoit ça? Est-ce que vous en êtes là dans votre réflexion, Julien? Parce que j'imagine que vous êtes en train de mettre ça en place, là. Oui, oui, oui. Quand je suis arrivé il y a un an, c'est la première chose que j'ai faite. En fait, j'ai bâti un plan stratégique dont la première brique allait être la reconstruction numérique, parce que effectivement, comme tu le disais très bien, c'est Ouais. une marque iconique qui existe Ben depuis les oui. années 50. C'est le plus vieux journal d'art visuel, la plus vieille revue d'art visuel du Canada. On est même avant Ouais. Canadian Art. Et effectivement, on a ces dernières années, effectivement, on a perdu de la découvrabilité, on a de la visibilité en tout cas par un manque de découvrabilité, à mon avis, par mon analyse, numérique, par un manque de découvrabilité numérique. Quand le CA m'a Ouais. demandé comment est-ce que j'allais faire pour relancer les ventes du journal, je leur ai dit par le numérique. Je pense que là, je sors un petit peu du sujet, mais que Non, non, ça va. Ouais. le papier a de l'avenir s'il est capable de s'adosser au numérique. En fait, il y a des dynamiques à mettre en place entre les deux sphères alors ça se trouve, je vais me vautrer, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut construire avec ces deux-là, quoi, avec ces deux pôles. Donc effectivement, je me suis posé cette question-là. Ça passait nécessairement par une reconstruction du site, une mise en ligne des archives, un business model aussi, enfin Ouais. toute une quantité de choses. J'allais dire, la partie facile est presque passée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va lancer le site, ça aura été long parce qu'on a mis 1000 articles en ligne en HTML, qui n'existaient pas en fait. Donc on les a existés qu'en PDF. Donc on a mis 1000 articles. Le reste du journal sera en PDF. Les archives, et on va les faire rentrer au fur et à mesure, numéro par numéro, parce que c'était vraiment, il y a 258 numéros, donc je vous laisse imaginer la masse de contenu à raison de 30 à 40 articles par numéro. Donc là, on en a mis un millier, mais maintenant, la partie compliquée commence. C'est-à-dire que c'est bien gentil, on a fait un beau site, j'espère qu'il est beau, on a mis du contenu dedans, mais maintenant, il va falloir faire venir les gens, en fait. Donc, le site est moderne, c'est une architecture WordPress, on s'attend donc on a essayé de faire le travail correctement en matière de SEO, même si il y a des problématiques qui se posent et qui doivent concerner tout le monde dans le domaine culturel, mais typiquement, on pense papier. Tout ce milieu de la culture et Ouais, du ouais. culturel pense papier. L'exemple typique pour moi, c'est les titres. Dans le papier, parce que l'acte de vente est déjà fait au moment où vous payez votre papier, vous payez votre Oui. journal, on peut se permettre des titres elliptiques. On s'en fiche, la personne a acheté le journal, elle va lire les articles, elle l'a acheté, le journal, Voilà. elle va le lire. Dans une perspective numérique, l'acte de vente, c'est le clic. Donc, ça veut dire que, grosso modo, chaque titre d'article doit être pensé comme une couverture d'un journal pour stimuler un processus d'achat, un réflexe d'achat. Le problème, c'est qu'effectivement, un titre elliptique sur les médias sociaux ou dans la recherche Google, c'est une catastrophe, en fait. Tout à Donc fait. si quelque part, vous n'avez pas le nom de votre exposition, alors Google, ces dernières années, a beaucoup travaillé en matière de SEO, ce qui fait que parfois, même si le sujet principal n'est pas dans le H1, dans la balise H1 de votre article, si votre article est correctement écrit, construit, vous ne cherchez pas à blouser, à piéger le moteur, parfois ça arrive, vous remontez parce que vous avez aussi pas mal d'articles. Si votre article est bon, il est partagé sur les réseaux sociaux, donc vous avez beaucoup de ce qu'on appelle de referral, et votre article monte mécaniquement. Donc il y a des moyens de contourner ces manques. Mais bon, le fait est qu'avec 1000 articles à rentrer en 2 mois, on n'a pas eu le temps de revoir tous les titres, de refaire tout ça. Encore une fois, on arrive à la question du manque de ressources par rapport à ça. Mais le fait est qu'à partir du moment où le titre va être lancé, nous, on va faire un travail très précis, effectivement, sur ces titres pour faire en sorte désormais d'intégrer le titre de l'exposition à chaque fois, ce genre de choses, essayer de faire l'interlinking aussi à l'intérieur de la même plateforme, Mhm. c'est bon aussi pour les machines. Mais après, effectivement, toute la phase découverte, il va falloir faire exister le site dans effectivement les réseaux sociaux et faire exister au-delà du site la marque, et puis aussi dans le monde réel en fait. Donc c'est pour ça que à cette stratégie numérique, on a arrimé on va commencer ça à la fin de l'année pour une sortie l'an prochain, une refonte de l'image de marque.
Donc, on a attaqué par la brique numérique. On aurait aimé attaquer avec tout en même temps, je le disais tout à l'heure, pour avoir une stratégie intégrée. Mais mécaniquement, on n'a pas les fonds et les ressources humaines pour faire ça. Donc, on l'a fait en plusieurs temps. Donc, à la brique numérique va venir se rajouter une brique de branding, d'image de marque, qui va s'adosser sur le numérique pour construire un nouveau logo, une nouvelle maquette pour la revue, et une image de marque globale. Mais effectivement, au départ, tu en parlais tout à l'heure, José, au départ, tout a commencé pendant mes 2 premiers mois de présence par une stratégie at large de 50 pages où j'ai repensé intégralement la stratégie en arrimant les choses, le numérique au papier, l'image de marque, le logo, tout ça. Et puis c'est un peu le blueprint à partir duquel on va essayer de propulser la marque pour l'emmener vers autre chose. Il faut dire que le contenu avait déjà évolué parce qu'il y a aussi ça. Changer une image de marque pour changer une image de marque. Si vous changez la coquille, mais qu'à l'intérieur, l'œuf, c'est le même, vous allez piéger les gens une fois, mais ils ne reviendront plus. Donc, le fait est que l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille, avait déjà commencé à changer. Donc, dans le milieu, pour les gens qui nous lisaient, il y avait déjà un frémissement. Les gens se disaient « Ok, il est en train de se passer quelque chose ». Maintenant, il faut changer la coquille pour montrer qu'il se passe quelque chose, en fait. Et pour convaincre, jusqu'à présent, on avait fait le travail en profondeur. Là, on fait le travail de surface et en même temps, comme disait tout à l'heure José, en profondeur parce que la découvrabilité, elle se joue aussi à un niveau technique. Et vous amenez quelque chose d'intéressant, Julien, c'est quand vous parliez des titres, c'est un écueil qu'on a rencontré quand j'étais en relations publiques communication il y a, je dirais, peut-être une dizaine d'années. Mais quand je suis retournée dans le milieu, justement, des arts pour faire des conférences, pour faire de la consultation avec des gens, c'est ce que je constatais aussi, c'est qu'on n'avait pas encore passé, je dirais, ce cap-là qui était que les œuvres, que les choses dont on parlait soient reconnaissables par les moteurs de recherche et que les gens, quand ils les cherchent, parce qu'un titre très poétique, puis ça, je me rappelle, quand j'écrivais pour les arts visuels, le titre avait souvent rien à voir avec le contenu. C'était pas moi qui titrais, c'était quelqu'un qui s'était laissé inspirer par l'œuvre. Et là, on ne savait même pas le nom de l'artiste dont il y allait être question est-ce qu'il y avait une exposition en cours? Ça, c'est des réflexes, normalement, de relations publiques, des réflexes de communication et qui ont dû changer aussi pour des questions de découvrabilité. Si on mettait avis aux médias, exposition en cours, dans le message, personne allait cliquer ou aller voir qu'est-ce que c'était. Alors, il fallait dire, par exemple, là, justement, je ne sais pas, moi, Fluxus, expo sur 40 ans d'une œuvre. Là, tout d'un coup, les gens étaient comme, ça me dit quelque chose, puis mettre peut-être taguer Yoko Ono, Georges Massunas à quelque part pour que les gens comprennent qu'ils allaient voir des choses comme ça. Mais c'est vraiment ce qu'on constate aussi. Et on va terminer là-dessus parce qu'on arrivait vers la fin déjà de notre conversation. Je vous remercie d'abord, Julien Badi et José Plamondon, d'avoir partagé généreusement votre expertise comme ça.